Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, les séances de révision continuent. Nous allons poursuivre avec les chapitres, donc les thèmes au programme en classe de terminale. Nous avons déjà fait beaucoup de thèmes. Ce jour, vous allez suivre avec une dame que vous connaissez très bien parce qu'elle est déjà passée, qui va nous entretenir sur le langage poétique. Un chapitre très intéressant, n'est-ce pas? Elle aura à nous dire ce que c'est, les fonctions de la poésie, les secrets cachés dans ce chapitre et qui pourront à coup sûr nous aider à mieux améliorer nos prestations au bac si jamais un sujet passait par là. Alors, nous comptons beaucoup sur vous. Nous savons que vous êtes déjà prêts, ça on le sait. Alors du courage et bonne suite, n'est-ce pas? Je vais céder la place donc à madame. Moi, je m'appelle Ourobanya Fousseni, inspecteur de français. Allez, à plus. Chers élèves, bonjour. Nous sommes en classe terminale. Ravis de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Non plus pour parler du roman, mais de la poésie. Je suis madame Agoro Abibata, épouse Bonfou. La séance d'aujourd'hui va porter sur l'expression poétique. Mais d'ores et déjà, je voudrais attirer votre attention sur la séance de tout à l'heure que nous allons nommer séance cours révision. J'invite tout le monde à être vigilant et à rester branché. Le décor ainsi planté, si vous êtes prêts, partons. Alors, la poésie, qu'est-ce que c'est? Mais avant de revenir sur la notion de la poésie, nous allons voir quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous à la fin donc, du cours sur la poésie, ce qui nous amène évidemment vers les objectifs pédagogiques. Vous devrez, à la fin donc, de cette séance, être capable, dans un premier temps, de dire ce qu'est la poésie. Ensuite, rappeler les genres poétiques. Enfin, décrire les fonctions de la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Y a-t-il des doigts? Pour ceux qui ont déjà fait le cours sur la poésie, qu'est-ce que la poésie? Ah, c'est un travail sur le langage, très bien. La poésie, c'est un travail sur le langage. Qu'est-ce que la poésie? On parle de la poésie quand on ne parle plus normalement, quand le langage ordinaire prend une autre forme savante. Très bien. Tout ce que vous dites est juste. Mais je voudrais, dans un premier temps, vous dire qu'étymologiquement, le mot poésie vient du latin poesis, qui à son tour vient du grec poesis, qui veut dire créer, fabriquer. Ce qui suppose qu'à l'origine, la poésie est considérée comme une fabrique de mots. Dans ce contexte, le poète est un artisan. Qu'est-ce que la poésie? On pourra également retenir que la poésie est un genre littéraire en ce sens qu'elle est une forme d'utilisation des mots du langage qui fait partie d'un patrimoine commun dont la connaissance, au même titre
que celle des autres genres littéraires. On peut lire la poésie dans les œuvres théâtrales de Corneille, de Racine. On peut également la retrouver dans les fables de Jean de La Fontaine. Alors, ne serez pas surpris lorsque nous parlons des œuvres théâtrales. Parce qu'on vous a parlé du théâtre. On vous a dit que le théâtre est un genre, la poésie est un genre, le roman est un genre. Mais pourquoi la poésie dans les œuvres théâtrales? Et comme on vient de le dire, la poésie, c'est d'abord un travail sur le langage. Et la poésie se retrouve dans les textes, quand ces textes sont très bien écrits. Et quand nous prenons les auteurs classiques, que nous appelons les anciens, c'est des auteurs qui ont su faire un travail inédit sur le langage. Ceci dit, les œuvres, dans ces œuvres théâtrales, surtout les œuvres classiques, on retrouve de la poésie. Dans le roman également, la poésie elle se retrouve dans tous les genres lorsque c'est bien écrit, lorsqu'on fait œuvre de poésie. La poésie se retrouve également dans les chansons, dans les slow, rock, les chansons de griot, Agbadja, Lawa, Abassar, dans le pays Kotokoli, il y a Kamou chez les Kabiais, le gospel, le rap, le slam, que nous retrouvons également aujourd'hui chez les jeunes. Alors, ça veut dire quoi concrètement, la poésie? Donc, qui dit poésie, dit langage manié, manipulé, de façon à faire ressortir l'esthétique. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais chez moi, en pays Kotokoli. Mola, mola, bedengbena, kouro, mola, mola, bedengbena, degbena, mola, kouro, degbena, mola. Alors, dans cette chanson, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons l'assonance Anna. Il y a la répétition Anna, et tout ceci contribue à donner l'éclat, la joie, la gaieté. C'est ça déjà la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Nous continuons pour dire que de façon ramassée, de façon résumée, la poésie est l'art d'exprimer une idée abstraite par les images, les rythmes, l'harmonie, la cadence, les sonorités, les mots, et pourquoi d'une manière à ébranler la sensibilité du lecteur ou de l'auditeur, à l'ensorceler, à l'envoûter. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est que la poésie est un travail qui est essentiellement fait sur le langage. Alors, pourquoi on utilise la poésie? Pourquoi on décide de parler autrement que la norme? Tout simplement pour enchanter, tout simplement pour vous émouvoir. Et nous allons le voir avec les sujets poétiques. Tout sujet fait l'œuvre de la poésie. Ça peut être la joie, le souvenir, l'amertume, la souffrance, etc., etc. Même ce qui paraît désagréable va se trouver tout de suite agréable parce que les mots ont été bien maniés, agencés pour nous faire découvrir donc cet ensorcellement. Ceci dit, nous allons passer au deuxième point de notre séance, court révision. J'ai nommé des genres poétiques, ce qu'il faut en savoir. Ça veut dire tout simplement qu'ici, nous allons parler des genres poétiques, d'autres parlent de formes poétiques. C'est la même chose. Alors, par rapport aux genres poétiques, nous avons d'abord la poésie lyrique. Et qu'est-ce que nous entendons par poésie lyrique? Elle est l'expression des sentiments profonds du cœur et des manifestations sublimes de l'âme, telles que l'amour de la nature, l'amour d'une personne, l'émotion, la joie, la pitié, l'espoir, la nostalgie. Je disais que par poésie lyrique, nous entendons l'expression des sentiments profonds du cœur et des manifestations sublimes de l'âme, telles que l'amour de la nature, l'amour d'une personne, l'émotion,
la joie, la pitié, l'espoir, la nostalgie. Et retenez que quand nous parlons de poésie lyrique, lyrique vient d'un instrument de musique appelé la lyre. Et donc vous comprenez qu'au début, la poésie était d'abord chantée. Alors, ces manifestations, ce que nous venons de dire, les manifestations sublimes de l'âme, etc., ces manifestations se prêtent particulièrement à l'expression lyrique. La poésie lyrique, c'est l'épanchement du cœur et de l'esprit. C'est l'épanchement du cœur et de l'esprit. Pour beaucoup de poètes, la poésie naît d'un souvenir ou de l'émotion personnelle d'une rencontre. Alors, la poésie naît d'abord du cœur. Elle naît d'abord d'un cœur. Ensuite, on peut la retrouver au niveau d'un esprit. Et pour beaucoup de poètes, la poésie naît d'un souvenir ou de l'émotion. Je me souviens que lorsque nous étions encore sur les bancs, au collège déjà, et au lycée particulièrement, et nous avions nos admirateurs, ceux qui nous admiraient, c'est-à-dire nos camarades élèves. Qu'est-ce qu'ils faisaient? À l'époque, on n'était pas à l'ère des SMS. Quelqu'un languit pour toi, c'est au moins, il ne peut pas venir te le dire directement, c'est au moyen de l'écriture. Et cette écriture était soignée. Il soupesait les mots. Et lorsque vous prenez cette lettre, que vous la lisez, mais on tombait évanoui. Ça dit que vous acceptez sans avoir accepté. Et c'était ça déjà la poésie. Et ce que je vous dis, c'était de la vraie poésie. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde est poète. Et tout le monde peut être poète. Il suffit tout simplement, devant un fait, devant le fait, dire autrement le fait. Mais en le disant autrement, arrivez quand même à faire passer votre message. Vous êtes déjà un poète. Donc, la poésie lyrique dans ce contexte est donc subjective et fait entendre une voix qui exprime des sentiments personnels, même s'ils sont partagés. Et je voudrais ici donner l'exemple de Demain dès l'aube de Victor Hugo. À travers Demain dès l'aube de Victor Hugo, nous découvrons que ce que dit le poète à travers ce poème, c'est d'abord ses propres sentiments. C'est son angoisse, c'est son désespoir suite à la disparition de sa fille Léopoldine. C'est lui, c'est le poète, c'est Victor Hugo qui a perdu sa fille. Mais en même temps, tous ceux qui lisent Demain dès l'aube, à l'instant précis, même s'ils n'ont pas encore perdu, ou ils n'ont pas perdu leur fille, se retrouvent. Tous ceux qui ont perdu un être cher à une époque de leur histoire vont se retrouver à travers Demain dès l'aube. Ce qui veut dire que la poésie lyrique fait entendre en même temps deux voix, une voix qui est le moi, celle de l'auteur, mais en même temps, ce moi fait entendre les autres voix. Parce qu'il est difficile à l'espèce humaine, donc, de se dérober du destin humain. Quelques citations. Un livre de poèmes n'est rien qu'un cœur ouvert. C'est de Jeanne Bourrin à travers les plus belles pages de la poésie française. L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poète, d'André Chénier. Alors, que veut dire André Chénier? Habituellement, nous avons dit tantôt que la poésie est un travail sur les mots. Et les gens pensent que la poésie vient des mots. La poésie, c'est la versification. Chénier est contre cette tendance. Il pense que la poésie prend d'abord sa source dans le cœur. Les mots,
la littérature n'est que l'appareil qui vient envelopper ce que dit ce cœur. Deuxième forme poétique ou genre poétique, la poésie épique. Dans épique, nous avons l'épopée. Et pour ceux qui ont lu Sundiata ou l'épopée mandingue, vous comprenez déjà ce que nous mettons dans poésie épique. L'écriture épique caractérise des récits d'actions extraordinaires, démesurées, accomplies par des héros surhumains. Ces actions prennent tantôt la forme d'un combat et expriment la lutte entre le bien et le mal. Nous donnons pour exemple la légende des siècles de Victor Hugo, où le personnage central, qui est Roland, déracine un chêne. Alors, vous savez ce que c'est qu'un chêne? Qui sait ce que c'est? C'est un gros arbre, n'est-ce pas? Très bien. Mais Roland déracine un chêne. Comme si cela ne suffisait pas, il combat nuit et jour sans interruption. Vous comprendrez le caractère exagéré, extraordinaire donc, de cette action. Par poésie épique, nous entendons la littérature de la grandeur et de l'héroïsme. Ce qui veut dire que la poésie épique ou l'épopée narre essentiellement des guerres et des exploits guerriers. Elle décrit les luttes et les conquêtes des peuples. On peut donner l'exemple de l'Iliade et l'Odyssée donc d'Homère. C'est la poésie dramatique comme troisième genre poétique qui est une réunion harmonieuse de l'objectif et du subjectif. Cet amalgame forme une nouvelle tonalité. L'objectif se présente comme inséparable du sujet, tandis que le subjectif fait apparaître les passions. La poésie, dans ce contexte, est donc un genre à travers lequel on retrouve le réel et le langage de tous les jours. Exemple, La mort du loup, extrait de Les Destinées d'Alfred de Vigny. Alors, on peut marquer ici une pause. Lorsque nous parlons de la mort du loup, revenons sur cet épisode. À travers la mort du loup, traqué par les chasseurs, c'est toute la condition humaine, traquée par la fatalité et la mort, qui est ainsi dépeinte. Et quelle est la leçon? J'attire déjà l'attention de ceux qui pensent que la poésie n'a rien à dire. Que vaut la poésie? À quoi sert la poésie? La leçon ici que nous retrouvons à travers le poème La mort du loup et partant donc de tout le recueil du poème, c'est que l'homme, pour fonder son honneur, sa liberté et sa dignité, doit apprendre à supporter la douleur dans le silence. Voilà la leçon. Donc ça veut dire que la poésie est porteuse également de leçons. Nous avons aussi Le Dormeur du Val, à travers lequel Arthur Rimbaud dénonce la guerre et ses conséquences. Nous avons dit ce que c'est que la poésie. Nous avons également vu les différentes formes poétiques. J'espère que vous avez retenu quelque chose. N'oubliez pas qu'à la fin de la leçon, vous devrez me dire, conformément à nos attentes, conformément aux objectifs, ce que vous avez pu retenir. Ceci dit, nous passons aux fonctions de la poésie. La poésie, plus que toute autre forme d'expression littéraire, peut paraître de nos jours inutile. Or, durant de longs siècles, elle avait été et reste encore investie de hautes missions. Tout comme les autres genres dont on a parlé ultérieurement, la poésie est également source de connaissances. Suivant le mot de Paul Claudel,
La poésie est connaissance, mais aussi et surtout connaissance, car le poète démiurge recrée le monde à sa manière. Alors, nous allons nous appesantir un peu sur les mots démiurge et connaissance. Alors, connaissance veut dire naître avec. Mot à mot, littéralement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la recréation du monde par le poète. Et c'est d'ailleurs dans cette optique de recréation du monde qui donne le mot démiurge au poète. C'est-à-dire que le poète est un demi-dieu. Il crée le monde à l'image de Dieu qui crée le monde également. Voilà les deux notions. Et donc, le poète démiurge recrée le monde à sa manière. La poésie peut donc être connaissance du monde et de l'homme. C'est-à-dire que la poésie permet de connaître le monde. La poésie permet également de connaître l'individu. Par rapport à la connaissance du monde, retenons que le poète dévoile ce qui était caché à nos regards, obscurci par l'habitude. Nous avons l'habitude de voir des choses, mais nous n'avons pas l'habitude de tout voir. Nous voyons ce qui est visible, mais au-delà du visible, il y a l'invisible que le poète se charge de nous montrer. Il contribue ainsi à une nouvelle approche du réel qui aboutit à l'avènement d'un monde renouvelé, rafraîchi et merveilleux. C'est à juste titre que Eugène Guyevic définit la poésie comme un moyen de connaissance, un moyen d'apprendre le monde. Et donc, je reprends Eugène Guyevic. Pour les auditeurs donc, de radio, vous notez Eugène comme Eugène, Guyevic, G-U-I-2-L-E-V-I-C. Guyevic définit la poésie comme un moyen de connaissance, un moyen d'apprendre le monde. Les Togolais sont également poètes. Je l'ai dit tantôt, tout le monde peut être poète s'il veut. Il y a un poète togolais qui nous fait honneur, c'est M. Guénou Toussaint Kossi. Et qu'entend-il de la poésie? Qu'est-ce qu'un poème selon lui? C'est une citation. Guénou Toussaint Kossi dit, ouvrez les guillemets, un poème est une miette de parole capable de reconstituer tout un monde. Autrement dit, à travers la poésie, on peut reconstruire tout un monde. Hormis le monde réel, la poésie donne à l'homélie le pouvoir d'accéder au monde irréel, de le recréer. Et ici, on voit à travers la poésie, donc une vision occulte. Le poète n'est plus l'homme ordinaire, puisqu'on a dit que c'est un demi-dieu. Certains vont même dire que le poète est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Alors, pour Victor Hugo, le poète est un visionnaire. Arthur Rimbaud dira que le poète est un voyant. Le poète est donc celui qui, passant par une forêt de symboles, établit dans une nature-espace de communication avec le divin une relation avec les choses secrètes dont la réalité n'est que l'apparence. Nous l'avions dit tantôt. Et donc, il se propose de nous dire ce que nous ne voyons pas. Il devient comme un guide. C'est lui qui guide son frère aveugle, parce que nous ne voyons pas ce qu'il voit. Pour Charles Baudelaire, ou si vous voulez, tout ce que nous avons dit, ce caractère mythique, mystérieux, donc de la poésie ou du poète, c'est Charles Baudelaire qui le résume en symbolisant le rôle de magicien et d'alchimiste du poète lorsqu'il déclare, je cite, ouvrez les guillemets, « J'ai pétri la boue
et j'en ai fait de l'or. J'ai pétri la boue et j'en ai fait de l'or. Fin de citation. La poésie comme connaissance de l'homme. Selon Paul Éluard, le poète est autant inspirateur qu'inspiré. Ici aussi, on doit vous éclairer les notions d'inspirateur et d'inspiré. L'inspirateur, c'est qui? Ça dit que c'est le poète qui nous amène à découvrir. Il nous inspire. En tant qu'inspiré, c'est que le poète lui-même est déjà inspiré, ça dit que lui, il sent, il est touché, et c'est parce qu'il est inspiré d'ailleurs qu'il nous inspire. Car le poète communique son enthousiasme, sa puissance visionnaire et sa sensibilité exacerbée. Par l'émotion affective et esthétique, il nous offre, je parle bien sûr du poète, une connaissance intuitive du cœur humain, du cœur des hommes d'aujourd'hui comme des cœurs des hommes d'hier. Et donc la poésie est atemporelle. Connaissance de l'homme toujours, par l'émotion affective et esthétique, le poète peut également nous offrir une connaissance intuitive du cœur des hommes d'aujourd'hui comme du cœur des hommes d'hier. C'est répété. Exemple, Demain dès l'aube de Victor Hugo dans Les Contemplations. Nous avons aussi Le Fils du Noir d'Oswald Durand à travers Rire et Pleurs. Alors, comment on reconnaît ici l'homme, la connaissance donc de l'homme? Il s'agit à travers donc ce poème d'un amour impossible. Pourquoi? Tout simplement, le Fils du Noir, comme on le dit, c'est un noir qui tombe amoureux d'une blanche et par rapport à la couleur ou à cause de la couleur de sa peau, cet amour-là sera impossible. Quelques citations utiles. Pierre Séguès, dans Préface au livre d'or de la poésie française, affirme « Le poème est un cri d'alarme. Il appelle à une mystérieuse communion. Il cherche involontairement une voix, une autre moitié qui est vous-même. » Victor Hugo, je cite, « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. » On l'a déjà dit. Quand le poète exprime ses sentiments, le commun des mortels se retrouve à travers ses sentiments. La fonction didactique. Je l'ai esquissé également en parlant donc, du poème La mort du loup d'Alfred de Vigny, à partir du moment où il y a une leçon, il y a un message derrière le poème. Alors, la poésie est didactique, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de leçons, que la leçon soit philosophique, politique ou morale. Fonction didactique toujours, Jean de La Fontaine s'est exclusivement singularisé dans le domaine de la morale et des préceptes de la vie sociale, en exhortant au bien, à l'idéal moral et en fustigeant le mal. Le poème « Les animaux malades de la peste » en est une brillante illustration. Autre exemple, nous avons des poètes au Togo, donc des recueils de poèmes, Morte saison de Nusira Anala, qui est un poète togolais. Il nous fait honneur. Nous avons par ailleurs L'Oseille, les citrons de Maxime Ndebeka et bien d'autres recueils de poèmes d'auteurs contemporains qui exhortent au bien. La poésie engagée, par son pouvoir de suggestion, la poésie est une arme de combat et le poète un guide. Le poète est un guide, il est également un porte-parole qui sait donner forme aux préoccupations, aux soucis et aux espoirs des hommes. La poésie s'inscrit dans l'engagement contre la guerre. Et cette guerre, on la retrouve chez Boris Vian dans son poème « Le déserteur ». Le déserteur veut dire tout simplement quelqu'un qui refuse, il déserte, il ne veut plus faire la guerre.
et il écrit une lettre au président de la République. C'est courageux, n'est-ce pas? Nous sommes dans la poésie engagée. Il y a la poésie, l'engagement également contre l'esclavage et la colonisation, qui sont source d'inspiration des poètes de la négritude. Vous avez Coup de pilon de David Diop. Contre l'injustice sociale, il y a un exemple patent qu'on retrouve dans le poème intitulé « 980 000 nous sommes » de Maxime Ndebeka, extrait de son œuvre « L'oseille, les citrons ». Que fait le poète? Il dénonce l'injustice sociale. La poésie sert donc des causes utiles au vu de ce que nous venons de dire. Poésie comme connaissance du monde, de l'homme, poésie engagée, tout cela constitue des causes utiles. Et Victor Hugo dira que la poésie n'est pas un ornement, elle est un instrument. Instrument de quoi? Instrument de combat. Selon Georges Mounet, dans Poésie et société, il dit, je cite, « Ce que nous appelons poésie n'est pas né comme un plaisir, mais comme un outil. » Nous avons parlé de l'enchantement que nous avons à travers l'écriture. Mais cet enchantement, même s'il nous donne un plaisir, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est la poésie comme un outil pour dénoncer tout ce qui ne va pas au sein de notre société. Pablo Neruda, dans ce contexte, dira que la poésie est une insurrection. La poésie est une insurrection. Insurrection, donc une révolte. Comment la poésie peut-elle être une insurrection? C'est à travers ce qu'elle nous communique. C'est à travers le message. Pour Gilles Vignold, tous les poètes sont engagés. Ils doivent être des révolutionnaires, non pas en maniant les bombes, mais par leur désir de changer le monde, de l'améliorer. Je reprends. Pour Gilles Vignold s'écrit V-I-G-N-E-A-U-L-T. Je cite, « Tous les poètes sont des engagés. Ils doivent être des révolutionnaires, non pas en maniant les bombes, mais par leur désir de changer le monde, de l'améliorer. » La fonction esthétique. On aurait pu même commencer par elle, parce que elle porte sur la langue, elle porte sur l'écriture. C'est pourquoi nous disons que la poésie est fondamentalement embellissement. Embellissement d'abord du langage, embellissement ensuite de la nature et du monde. La poésie se refuse la langue dans son usage quotidien. Elle se veut un métalangage. Nous sommes dans la poésie. Et vous avez dans ce contexte Paul Claudel qui dit que la poésie est le langage ordinaire auquel on a tordu le cou. Le langage ordinaire auquel on a tordu le cou. Alors, la poésie, donc, je le disais, se refuse la langue dans son usage quotidien. Elle se veut un métalangage. Comme création, elle choisit les mots, les rythmes, les sonorités qui rendent compte de l'émotion du poète. Exemple, la danse que nous retrouvons à la page 18 du recueil de poèmes Morte Saison de Nusira Anala. Nous avons aussi Soleil couchant, extrait de Les feuilles d'automne de Victor Hugo. Chers élèves, nous venons de parler de l'utilité de la poésie, au-delà de l'utilité, de l'engagement même de la poésie. Mais nous avons une autre considération qui est même du commun des mortels. Habituellement, les hommes pensent que la poésie est inutile. À quoi sert la poésie? Elle est inutile. Parce qu'on lit, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais retenez, parce que pour bien de critiques, la poésie est une matière dépourvue d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Elle ne servirait à rien. Elle est tout à fait inutile. Faire de la poésie est une entreprise de rêveurs.
complètement décalé de la réalité, puisqu'on vient de parler de dire que le poète est beaucoup plus proche de Dieu. Nous sommes d'accord, il est l'intermédiaire, et ce qui fait que ce langage-là est hermétique. Et nous retrouvons cela dans l'Albatros de Charles Baudelaire, où le poète est à l'aise quand il se retrouve dans le monde des idées. Mais une fois dans le monde sensible, il devient veule et gauche, il est ridicule, comme l'albatros, ses longues ailes l'empêchent de marcher. Ainsi, le poète est considéré comme un être maudit et rejeté par la société à laquelle il appartient. Pour bien de critiques, la poésie est une matière dépourvue d'intérêt, comme on l'a déjà dit, et ainsi, le poète est considéré comme un être maudit et rejeté par la société à laquelle il appartient. Platon, d'ailleurs, trouve que l'on doit bannir le poète de la société, car il a trop de puissance occulte. On ne le comprend pas, on ne sait pas ce qu'il veut dire. D'autres encore, au-delà de Platon, il y a d'autres encore qui s'en détournent à cause de son caractère hermétique, difficile à comprendre et réservé seulement aux initiés. Des poètes eux-mêmes s'estiment mal compris du commun des mortels. C'est ce que nous avons dit. C'est le cas des poètes symbolistes, à l'instar donc de Charles Baudelaire dans l'Albatros, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Et Charles Baudelaire pense que le poète est semblable au prince des nuées. Comprenez le mot prince. Quand il est dans les nuées, dans les nuages, il est un prince qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, lorsque le poète revient sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, je reprends la citation pour vous. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses longues ailes de géant l'empêchent de marcher. Lentement, mais sûrement, nous arrivons ainsi à la fin de notre séance cours révision. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous retiendrons que l'objet de la poésie est non seulement sa forme, mais aussi sa poéticité. Parce que sans poéticité, il n'y a pas de poésie. Elle se distingue du roman et du théâtre par l'importance qu'elle accorde à l'esthétique. La poésie est ainsi embellissement de la nature et du langage. Comment? Par le choix et le travail d'orfèvre sur les mots, moyen d'expression des sentiments, des émotions et de toutes les formes de suggestion. Nous avons dit que le poète est un forgeron de mots. Ceci dit, nous n'allons pas nous séparer sans exercice de réflexion. Alors, vous allez noter le sujet. On peut y aller. Sujet. Faisant allusion à la place du poète dans la société, Pablo Neruda déclarait, je cite, « La poésie est une insurrection ». Faisant allusion à la place du poète dans la société, Pablo Neruda, comme vous l'entendez, déclarait, je cite, « La poésie est une insurrection ». En vous aidant de vos connaissances sur le genre poétique, dites si vous partagez entièrement cette affirmation. La consigne dit, en vous aidant de vos connaissances sur le genre poétique, dites si vous partagez entièrement cette affirmation. Je crois que pour ceux qui ont suivi les fonctions de la poésie tout à l'heure, il n'y aura pas de problème. Deuxième exercice, s'interrogeant sur l'utilité de la poésie, un mathématicien s'écria. Je reprends, s'interrogeant sur l'utilité de la poésie, un mathématicien s'écria. La poésie, qu'est-ce que cela prouve? La poésie, c'est une citation. La poésie, qu'est-ce que cela prouve? Que prouve la poésie? À partir, la consigne, à partir de vos connaissances sur la poésie,
montrer les limites d'une telle inquiétude. Je tiens à vous rappeler que tous les éléments pour décortiquer ces deux sujets se trouvent dans vos cahiers. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Allez réviser vos leçons et reprenez les exercices. Habituellement, le sujet sur la poésie ou le cours même sur la poésie constitue une bête noire, que ce soit même par rapport à la préparation des cours ou que ce soit au niveau de l'évaluation. Lorsqu'on parle de poésie, les élèves n'hésitent pas à nous dire « on ne comprend rien du cours, on ne comprend rien » et quand le sujet vient, ils se plaignent parce qu'ils ne savent pas quoi y mettre concrètement. Je crois qu'avec ce cours révision que nous venons de passer, le cours, je vous le dis, il est dense. Nous avons suffisamment d'éléments. Je crois désormais vous êtes aguerris. Allez, je vous invite seulement à aller revisiter ce cours. Lisez le cours, il est simple, il est clair, il y a des illustrations, il y a des exemples, vous avez également des citations, vous avez des arguments désormais pour bien bâtir vos sujets. Alors la balle est désormais dans votre camp. Je vous invite à revisiter ce cours pour ceux qui l'ont déjà fait et à l'apprendre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.